Reconnaissable grâce à ses élégants remparts, Guérande a hérité comme nul autre de l'atmosphère si particulière des plus belles cités médiévales. Charlotte est une enfant du pays. Ancienne guide ici, elle connaît Guérande comme sa poche et c'est elle qui tenait tant à nous la faire découvrir. Pour l'accompagner, elle a choisi de retrouver son amie Chloé, une guide tout aussi passionnée qu'elle de la ville. Salut Chloé. Salut Charlotte. Ça va? Ça va et toi? Ouais, je suis contente qu'on se soit retrouvés ici devant cette porte Saint-Michel. Bon, je me doute un petit peu de la réponse, mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi justement on se retrouve ici? Alors c'est vrai que la porte Saint-Michel, c'est le monument emblématique de la ville de Guérande. On l'a construite au XVe siècle, cette porte, et c'est des 4 portes de la ville la plus monumentale. C'est vraiment celle qui est la plus impressionnante. La plus majestueuse aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que moi qui faisais mes études à Nantes, je rentrais le vendredi soir et je faisais exprès de prendre ce faubourg Saint-Michel justement pour arriver devant la porte Saint-Michel qui est vraiment magnifique. C'était le petit plaisir du vendredi soir. Une porte majestueuse qui témoigne de la puissance de la ville au Moyen-Âge, à l'époque où le sel avait une valeur marchande très forte, un or blanc qu'il fallait absolument protéger. Cette porte, c'est une porte qui servait à défendre la ville. Alors tu as peut-être vu en passant une ouverture assez particulière ici, qui plaît beaucoup aux enfants parce qu'elle a une forme de thermomètre. En tout cas, c'est comme ça qu'ils nous la décrivent. Donc on va utiliser la partie ronde pour tirer au canon et la partie fine pour l'arc et la flèche. Vous avez quand même de l'idée à cette époque-là. Et des idées, il y en avait d'autres, car à l'époque, franchir cette porte d'entrée, ça se méritait. On aperçoit bien à l'intérieur de la porte Saint-Michel, il y a un espace, une petite niche. Et là, les chariots devaient s'arrêter pour s'acquitter de ce qu'on appelait de l'octroi. Et l'octroi, c'est le péage, en fait, de l'époque. Comme quoi, on n'a rien inventé. Au Moyen-Âge, on avait déjà cette possibilité de rentrer d'argent pour la ville. Allez. Aujourd'hui, plus besoin de péage pour partir à l'assaut de la ville. N'hésitez pas, vous aussi, à vous perdre dans les jolies ruelles pavées de la cité. Ici, les témoins de l'époque médiévale sont partout. Cette maison bleue, par exemple, est l'une des plus anciennes de la ville. Ici, on a vraiment la maison caractéristique du Moyen-Âge avec le granit toujours en rez-de-chaussée et ensuite le bois et la terre. Et pourquoi on trouve autant de granit? Et c'est vrai qu'il y en a partout du granit. Tu vois, il y en a sur l'église, sur les maisons, ici au niveau du premier niveau. Alors c'est tout simplement, on est sur un coteau de granit et c'était le matériau qui se trouvait à proximité. On a donc utilisé tout simplement le granit. Un matériau voisin utilisé aussi pour sa forte résistance au sel qui permettait au monument une très bonne conservation. La collégiale Saint-Aubin en témoigne, elle qui trône fièrement au centre de la ville depuis le XVe siècle. Un édifice que vous pourrez aussi admirer en vous hissant en haut des célèbres remparts. Une balade incontournable ici. La montée n'a pas été trop dure, par contre je trouve qu'ils sont relativement larges ces remparts. Oui, c'est vrai que c'est large en fait, on a dû tout simplement les adapter au tir de canon. Tu te rappelles tout à l'heure, on a vu au niveau de la porte Saint-Michel qui est juste devant nous les ouvertures pour les canons. Donc à Guérande on a des canons, donc les ennemis en ont aussi. Il fallait donc s'adapter et construire des remparts qui soient à même de résister au tir de canon. Une technique efficace, puisque les remparts de Guérande comptent parmi les mieux préservés de France. 1,3 km de fortification quasi intacte. C'est assez fou qu'on puisse encore aujourd'hui marcher sur le chemin de ronde et c'est vrai que c'est une exception. Et c'est un privilège. On ne se trouve pas partout. Oui, c'est vrai. Parcourir la presqu'île guérandaise, c'est aussi s'intéresser à ses richesses gastronomiques. C'est à la découverte d'une recette qui ne manque pas de sel que Charlotte nous emmène à présent. Direction la plage mythique de la Baule, à seulement quelques minutes de Guérande. Charlotte retrouve Pierrick, un chef renommé pour un petit cours de cuisine improvisé. Bonjour Pierrick. Bonjour Charlotte. Aujourd'hui, notre guide va apprendre à réaliser un bar en croûte de sel, une véritable institution ici. C'est super parce que c'est vrai que j'ai l'habitude d'en manger mais je ne sais pas comment ça se prépare. Donc au moins, je vais être parée. Et ça commence par quelques conseils de base indispensables. Le bar, tu l'as déjà préparé toi-même? Non, c'est le poissonnier qui me l'a préparé. Une chose très importante à expliquer au poissonnier, c'est qu'il n'écaille pas le bar. Très bien. C'est le principe de la croûte de sel. Pour tous les aliments, il faut garder la peau. Si tu fais cuire un poulet en croûte de sel, il faut surtout laisser la peau. D'accord. Ce qui empêche ton sel d'attaquer ta chair. Et pour la fraîcheur du poisson, notre chef a aussi sa petite astuce. Pas très ragoûtante, mais efficace. Quelque chose qui est important, Charlotte, c'est voir les ouïes. Les ouïes, c'est quelque chose qui se trouve juste derrière le poisson, ici. C'est ce qui leur sert à respirer. Et l'important, c'est qu'elle soit bien rouge. C'est vraiment le garant de la qualité et de la fraîcheur du poisson. D'accord.
Bon, pour l'instant, on ne sait pas, les Asiatiques les mangent en beignets, mais nous, pour notre bar en croûte de sel, on n'en a pas besoin. Pas besoin des ouïes pour la recette en effet. La liste des ingrédients, la voilà, et tout ici est local. Voilà, donc le bar, du fenouil, du thym et du citron, Très bien. du blanc d'œuf, Ouais, et l'aliment qui vient principalement après le bar, bah, c'est le gros sel de Guérande. indispensable. Donc là, c'est du gros sel que tu Gros sel gris, voilà, c'est le sel, on le sent, on dirait Ouais. des beaux cristaux. C'est vraiment un très très beau sel. Et il faut dire merci au paludier Ouais. parce que c'est vraiment un métier qui est très 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 dur. Donc je pense que ça va être un bel hommage qu'on va leur rendre. Première étape de la recette, garnir l'intérieur du poisson du mélange fenouil, thym et citron. Ce qui a apporté un joli parfum à notre poisson lors de la cuisson. Et donc toi, c'est quelque chose que tu mangeais petit déjà? Oui, mon père allait à la pêche quand j'étais petit et j'aimais vraiment ça. Et puis après, en venant à la cuisine, bah, j'ai découvert les recettes en croûte et puis bah, je me suis mis à les faire. Une recette qu'il maîtrise aujourd'hui parfaitement, et notamment l'étape cruciale. On va mélanger notre blanc d'œuf avec notre gros sel de Guérande. D'accord. C'est ce mélange qui va permettre de former la fameuse croûte de sel. Voilà, tu peux en mettre, il ne faut pas que le poisson apparaisse. Hein. D'accord. Le gage de notre recette, c'est que le poisson doit vraiment être bien recouvert de sel. Le poisson est prêt. Il ne reste plus qu'à l'enfourner pendant 35 minutes à 220 degrés avant la dégustation tant attendue. Ah, Donc voilà, notre... enfin notre petit verre est prêt. il est beau, hein. Ouais. Et il va être bon. Et il va être bon, j'en doute pas. Mais avec cette recette, avant d'avoir le ventre plein, il faut d'abord casser la croûte. Une fois bien préparé, le bar et sa fameuse cuisson au sel peuvent enfin dévoiler leur miracle gustatif. Allez Charlotte, on goûte? Allez. Excellent. Il est vraiment succulent. Pas sec, vraiment comme il faut, moelleux. Ouais. Vraiment, on a bien réussi notre recette. Hein. On est vraiment bien là. Hein. Vous l'aurez compris, ici l'or blanc régale aussi bien les yeux que les papilles. Mais il est un autre trésor dans la région, un peu plus méconnu, mais tout aussi fascinant. Pour partir à sa conquête, direction le parc de la Brière, à une dizaine de kilomètres de la Baule. Cette vaste étendue marécageuse est la deuxième zone la plus humide de France et fait le bonheur des promeneurs d'un jour. Comment se douter, en contemplant ce parc paisible, qu'il cache dans ses entrailles une véritable curiosité. Salut Jean-Henri. Ah, salut Charlotte. Jean-Henri est coutelier et c'est ici qu'il vient avec son ami Christophe puiser la matière première de ses couteaux artisanaux. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Parce que ça a l'air assez physique. Bah là, on est en train de chercher le morta qui se cache sous nos pieds. On sait pas où, mais en dessous, il y a des troncs d'arbres vieux de 5000 ans. Alors attends, tu me dis des arbres. Oui. Mais je vois pas de forêt là. Oui, c'est normal, il y en a plus depuis 5000 ans. C'est-à-dire qu'il y a 5000 ans, tout ça, c'était une forêt. D'accord. Et c'est suite à une espèce de bouleversement géologique que les arbres se sont couchés. Et lorsqu'ils sont tombés, c'est un amas tourbeux qui les a accueillis. Donc au lieu de pourrir sur place, le bois s'est conservé, il s'est minéralisé. Et il attend maintenant qu'on aille le chercher. D'accord. Un bois unique dont notre coutelier a tout de suite perçu le potentiel. Et pour mettre la main dessus, il a fallu utiliser une méthode plutôt originale. Donc tu vois Charlotte, c'est avec ça, voilà, avec la sonde, qu'on fouille le sol à la recherche des troncs. D'accord. Donc tant que la sonde s'enfonce, il se passe rien. Ouais. Et quand on bute sur une résistance, sur quelque chose de dur, c'est que peut-être un tronc de mortail est sous nos pieds. C'est jackpot. Voilà. Tu veux essayer d'en trouver? Oula. T'es sûr? Allez, on essaye. Voilà. Eh bien, Le plus profondément possible. Voilà, c'est pas mal. il faut le ressortir. Et après, pour le ressortir, recommencer tous les 20 cm. Tous les 20 cm. Voilà. D'accord. Bah, vous vois, devez en tu passer fixes. du temps. Hein. C'est physique, hein? Allez, je vais te remplacer si tu veux. Ah ouais, je te laisse le sortir. Un travail physique et de longue haleine qui, heureusement, le plus souvent finit par porter ses fruits. Christophe, je crois que j'ai un truc là. On a un filon. Des fois, ce sont des morceaux de racines, mais là, j'ai quelque chose, Christophe. Hein. Ouais, ok, c'est de voir par On là. va enfin le voir, ce morta. Le voir, c'est sûr, mais pour ça, il va falloir creuser. Charlotte est d'ailleurs rapidement mise à contribution. Dis donc, ça se mérite le morta. Hein. T'as vu, c'est costaud, hein? Grâce à l'expérience de nos deux hommes, le tronc fait très vite son apparition. Pour le soulever, ils utilisent ensuite une chèvre, un outil traditionnel en bois. Dans le temps, ici, les gens venaient récupérer la tourbe. Ce sont donc des mottes de tourbe et ils se chauffaient avec. Et quand ils tombaient sur un tronc de morta, parfois, ils le sortaient à l'aide d'une chèvre. D'accord. Ça bouge, hein? Ça bouge. D'accord.
Sous les yeux de Charlotte, le tronc de Morta sort enfin de son sarcophage. Par contre, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va découper un morceau pour pouvoir examiner l'intérieur. Voir tu sa vois. qualité. Oui. Il faut dire qu'après 5000 ans dans la tourbe, le Morta aurait pu être dégradé. Mais aujourd'hui, la pêche semble avoir été bonne. Voilà, tu vois Charlotte, Super, c'est ça. merci. Donc là, manifestement, il est un petit peu altéré en surface, mais plus on va dans le cœur, plus on a une belle matière homogène. Donc quand il sera sec, celui-là, donc dans quelques temps, Ouais. on pourra probablement l'utiliser pour faire des couteaux. Et cette couleur noire, donc c'est ce qui fait la particularité du Morta. On appelle ça l'or noir de Brière. Ouais, c'est ça. Un or noir qui va à présent devoir se reposer. Les troncs déterrés par Jean-Henri sont d'abord stockés 3 ans. Le temps de séchage idéal pour passer ensuite entre ses mains expertes. Direction son atelier, à quelques mètres de là pour la démonstration. Donc c'est ton repère. Voilà, 15 mètres carrés au milieu des marais. Ici, inutile de chercher d'autres bois, vous ne trouverez que du Morta. Alors là, tu vois, on est sur un bloc de Morta, un joli bloc de Morta. Donc je vais commencer par débiter de fines planches qui vont servir pour la fabrication du manche. Et voilà. Là, tu vois, on a l'équivalent d'un manche. Alors bien D'accord. sûr, c'est pas très visible, mais on va le travailler. Ok. Et le travailler veut dire le poncer. Ça tourne fort, ça fait de la manucure. Je t'invite quand Ok, même à te mettre je un tout recule. petit peu sur le côté parce que ça va faire beaucoup de poussière. Ah, je peux te dire qu'au début, quand j'ai commencé à me servir de cette machine, j'y ai laissé les doigts plusieurs fois. j'imagine. C'est terrible. Une étape qui peut se révéler dangereuse, mais elle est indispensable. Et donc là, bien pensé, on arrive à voir le début de son veinage, les motifs qu'il va laisser apparaître, sa teinte une fois qu'elle sera finie. Ça, c'est la magie du Morta. Ouais. C'est chouette, C'est hein? vraiment magnifique. Ce bois rare, il n'en travaille à chaque fois que le meilleur. Je n'utilise que 20% d'un tronc que je vais extraire oui. dans les marais. Parce que le bois est gorgé d'eau, Ouais. quand on le sort, il n'aime pas, il se distord, il laisse apparaître des aspérités, il peut se fendre. C'est un matériau qui est assez difficile à travailler. Ouais, il se révolte un petit peu, quoi. Exactement, il se révolte complètement même. Complètement. Mais il a beau se révolter, notre coutelier en parle toujours avec la même passion. Ça fait 5000 ans qu'il attend sous nos pieds qu'on va bien s'occuper de son sort. D'accord. C'est-à-dire que quand tu regardes toutes les émissions d'histoire sur le Haut Moyen-Âge, la Renaissance ou même l'Antiquité, tu peux toujours te dire que ce matériau, lui, était déjà là. Donc c'est, à mes yeux, un bois qui est d'une grande noblesse. Un bois noble à qui il n'a pas fini de rendre hommage. Notre coutelier s'attaque à présent à l'ossature métallique, puis au façonnage de la lame. Un travail d'orfèvre qui demande patience et précision. Vient ensuite l'assemblage du couteau, puis les dernières finitions. De quoi donner la forme définitive à ce couteau unique. Et voilà Charlotte. Ah, bravo, il est franchement magnifique, hein, ce couteau. Merci, merci. Félicitations. N'hésitez pas, vous aussi, à pousser la porte de l'atelier de Jean-Henri. Il vous dira tout de ce bois typique avec lequel il fait revivre une histoire vieille de 5000 ans. Pour conclure en beauté ce voyage guérandais, Charlotte nous emmène à présent à la conquête des airs. À l'aérodrome de la Baule, ils sont une trentaine à redonner vie à des engins centenaires. Leur objectif, restaurer un patrimoine aéronautique cher à la région. Loïc est le président des lieux et veille chaque jour avec fierté sur sa flottille, fraîchement restaurée. Bonjour Loïc. Bonjour Charlotte. Avec lui, petit tour des plus beaux spécimens. Ce Morane saulnier, par exemple, est un modèle des années 30. Son impeccable restauration a été récemment récompensée. Il vient d'avoir un prix, le 3e prix de l'Aéroclub de France. Donc, D'accord. c'est quand même quelque chose d'important. Très. Un avion qui servait à l'époque au perfectionnement des pilotes en herbe. C'est un avion école qui permet ce qu'on appelle la voltige, qui permet l'apprentissage de la chasse en fait. D'accord. Et la particularité de cet avion par rapport aux autres? Alors, il y a une particularité qui est l'aile parasol. Elle permet de dégager la vision vers l'avant et d'avoir surtout une vision vers le bas, qui permet donc d'avoir ce repère vis-à-vis du sol qui est quand même un peu plus facile. Voilà. Avec cet avion, Loïc réserve une surprise à Charlotte. Mais pour l'heure, direction l'atelier de l'aérodrome pour comprendre toute l'ampleur du travail effectué. Bien, Charlotte, je vais te présenter Raymond Bonjour et Raymond. Michel qui travaillent Bonjour, actuellement Michel. sur l'aile du Mauboussin. Un modèle d'avion français très rare, dont seule une 60aine d'exemplaires a été construit à l'époque. Et celui Ouais. que vous avez sous les yeux, que nous sommes en train de refaire, a bientôt 80 ans. Ah, quand même. Quand Et même. quelle est la particularité de cette aile?
Alors cette aile, qui est d'un seul morceau, fait déjà 12 mètres d'envergure, mais elle est totalement en bois. D'accord. C'est-à-dire que contrairement à certains avions qui sont en bois recouverts de toile, là, Mauboussin a choisi de coller d'abord une couche de contreplaqué, puis par-dessus une couche de toile. On en voit quelques restes encore ici, qu'on appelle un marouflage. D'accord, ça a changé quelque chose? Ça donne une rigidité à l'aile assez conséquente. Maintenant, question travail, ce sont des centaines et des centaines d'heures supplémentaires. Donc c'est vraiment un métier de passionné. C'est un métier de passionné. Parce que ce sont des milliers d'heures de travail à passer sur le chantier et celui qui n'est pas passionné se décourage assez vite. Ouais. Et avec généralement une récompense au bout. Ouais. Quel plaisir quand on sent pour la première fois les roues quitter le sol, c'est quelque chose de merveilleux. J'imagine. Et Charlotte va faire mieux qu'imaginer, puisque Loïc tient aujourd'hui à lui offrir un cadeau. Tu ne vas pas nous quitter sans faire un petit tour. Avec Alors je plaisir. vais t'aider à monter parce qu'il y a tout un cérémonial. Alors un pied là, une main là. Une jolie surprise pour notre guide, qui n'est pas vraiment rodé à l'exercice. C'est la première fois dans un avion de collection peut-être? Ouais, dans un avion tout court. Pas trop ému? Un petit peu, petit peu. surtout dans un avion de ce type, mais Tout va bien se passer. ouais, Il y a ça aucune- j'en suis sûre. Voilà, il n'y Y a a pas de souci. aucune raison. Une simple mise en route du moteur, et c'est parti pour le décollage. Depuis le ciel, faites confiance à notre guide. La vue vaut le coup d'œil. Un moyen unique de revivre en l'air votre découverte de la presqu'île guérandaise. Les yeux rivés sur ces paysages variés et sublimes que Charlotte vient de nous offrir.